Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Oh, salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage. Ben Baudouin en compagnie de mon ami Patrick Côté. Comment vas-tu, mon cher? Très, très bien, toi? Ça va très bien, merci, content de te retrouver. On a passé plusieurs mois sans se voir. On est revenu il y a 2 semaines, une petite semaine de congé la semaine dernière, mais là, on est reparti. Là. Je sens que la machine est repartie. La machine de l'UFC aussi est bien huilée. Il y a des galas presque à toutes les semaines. Donc, beaucoup de sujets encore une fois cette semaine, Pat. On va revenir sur le gala qui s'est passé il y a une dizaine de jours. UFC 255, 2 titres à l'enjeu. Donc, on va revenir sur ce qui s'est passé, les combats principaux lors de cette carte-là. On va revenir sur le gala de la semaine dernière également qui s'est déroulé encore une fois à l'Apex de Las Vegas. Anthony Smith contre Devin Clark. Il y a un autre gala cette fin de semaine, encore une fois à Vegas. Jack Hermanson contre Marlon Vettori. Ça risque d'être très intéressant. Très hâte de t'entendre sur ce qui s'en vient cette fin de semaine. Et bien sûr, comme à l'habitude, on termine ça avec l'actualité dans les arts martiaux mixtes. Pat, tout d'abord, UFC 255, il y a une dizaine de jours. Commençons par revenir sur le combat final d'Deiveson Figueiredo contre Alex Perez. Deiveson Figueiredo, je pense qu'il a prouvé qu'il méritait la ceinture. Pas qu'il ne l'avait pas gagné de façon légitime, mais selon moi, il y avait des petits points d'interrogation. Il avait manqué le poids une première fois. Battu quand même José Benavidez de façon assez convaincante, mais là, il a laissé place à aucun doute contre Alex Perez. La technique qu'il a utilisée pour faire la transition vers la guillotine, c'est du grand art. Tu sais, quand on dit que c'est des arts martiaux mixtes, ça, c'était du grand art. C'était de toute beauté comment que ça s'est passé. Et vraiment, on dit toujours qu'un champion n'est pas champion tant qu'il n'a pas défendu son titre avec succès au moins une fois. Mais là, lui, il l'a défendu, puis pas à peu près. Là. Je veux dire, ça semblait pas difficile pareil. Il n'était même pas dans la même ligue que lui. Même si Perez est classé 4e, Figueiredo vraiment était une coche au-dessus. Il avait l'air beaucoup plus confiant, debout, surtout au sol, la manière dont ça s'est passé. Moi, c'était comme un tour de magie. Là. C'était tellement beau de la manière dont ça s'est passé. Et c'est la force des combattants qui sont très forts jouent au sol. Ils pensent tout le temps à un mouvement d'avance. Et on l'a vu comment ça s'est passé. J'allais expliquer quasiment mouvement par mouvement au ralenti. Il s'est retourné, il a vu que la tête tournait, il a enroulé la tête. Écoutez, si vous n'avez pas vu ça, là, c'est une démonstration d'arts martiaux mixtes, c'est une démonstration de ceinture noire de haut niveau, mais c'est vraiment là, une technique incroyable. Puis c'est la vitesse d'esprit aussi de le faire en tant que combat. Parce qu'il s'était fait amener, il s'était fait retourner, il était rendu sur son dos, mais non, il décide de retourner puis il part avec ça. Écoute, c'était magique. Là. C'est la vitesse, tu l'as dit, la vitesse d'exécution. Parce qu'en plus, il était dans une position vulnérable, Figueiredo, sur son dos, mais on a l'impression que, en tout cas, je ne sais pas si c'était voulu, là, mais pratiquement s'il avait tendu un piège là, à Alex Perez, de lui dire, OK, je te donne mon dos, en sachant qu'il allait tenter de prendre une position. Et là, la vitesse à laquelle il s'est retourné, il a grippé le coup et là, c'était terminé. Pendant un certain temps, on se dit, il va peut-être s'en sortir, Perez. Mais non, finalement, c'était beaucoup trop serré. Tu as raison, c'était beau. Et puis, moi, j'ai toujours pensé que la plus belle soumission, et je ne sais pas si celle-là va battre celle de Demetrius Johnson contre Ray Borg, là, quand il a fait une amenée au sol, une projection, tout en faisant une clé de bras. Ça, c'était assez débile, mental. Mais juste la vitesse et la présence d'esprit de Figueiredo, ça nous rappelait Demetrius Johnson. Là. Oui, c'est sûr que Demetrius Johnson, sa soumission était beaucoup plus spectaculaire parce que c'était dans une transition d'une projection, un bras à la volée, quasiment, il est parti avec, quand son adversaire n'était même pas touché au sol. C'est sûr que spectaculaire, quand tu regardes quelque chose de spectaculaire, Demetrius Johnson, c'était beaucoup plus spectaculaire, mais ceux qui connaissent le jeu au sol, qui connaissent le jiu-jitsu brésilien, apprécient qu'est-ce qui s'est passé là. Figueiredo, là, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire dans cette courte période de temps. Il était serré aussi. Sérieusement, la guillotine, c'est peut-être pas la soumission la plus spectaculaire. On s'entend, là,
mais c'est la façon qu'il est allé la chercher qui est complètement d'un autre niveau. Là. Et là, ben, il n'aura pas à attendre très longtemps, Figueiredo, pour défendre sa ceinture une fois de plus, tenter de la défendre une fois de plus, parce que, bon, on l'a déjà placé à l'UFC 256, donc le prochain gala est là à la carte le 12 décembre. Son dernier combat, c'était le 21 novembre. 12 décembre, on parle de quoi, à peu près 3 semaines là, entre les deux événements. Il va affronter un gars qui est l'aspirant maintenant numéro 1, qui lui aussi était en action le 21 novembre. Donc, égalité de ce côté-là. Puis un gars qui a Brandon Moreno, qui a aussi gagné assez rapidement son combat à l'UFC 255 contre Brandon Royval par KO. Lui aussi est impressionnant, Moreno, sur une belle séquence. À quel genre de compétition tu t'attends entre ces deux gars-là? Moi, Bernard Moreno, c'est un de mes combattants favoris. Là. Je l'adore. Et tu sais, c'est drôle, hein, lui, il est aspirant numéro 1. Il a prouvé qu'il méritait d'avoir un combat de championnat du monde. Mais lui, là, il y a 2 ans, on l'a mis dehors du UFC. Là. Puis ça a été une décision tellement étrange de la part de l'organisation. Personne n'a vraiment compris pourquoi il s'était fait mettre dehors. Il est allé faire un combat à l'extérieur, puis il est revenu. Maintenant, il s'en va dans le combat de championnat du monde. Et lui, là, ce qu'il avait dans la tête, là, c'était de gagner d'une façon, faire un statement justement pour voler la place à Cody Garbrandt, qui, lui, faisait ses débuts à 125 livres. C'est Perez qui l'a remplacé. Il passait devant tout le monde à 125 livres pour son premier combat dans cette nouvelle catégorie de poids. Il y avait un combat de championnat du monde. C'est sûr que lui, dans sa tête, là, puis tout le monde qui sont dans le top 5 mondial des poids mouches, c'est sûr que ça ne faisait pas leur affaire. Là. Mais Brandon Moreno, c'est arrangé pour qu'il ne puisse laisser aucun doute. Bon, OK, là, tu vas me dire que Garbrandt ne peut pas revenir avant mars, peut-être, février-mars, peut-être, mais celui qui mérite le combat de championnat du monde aujourd'hui, c'est Moreno, puis il l'a, puis c'est ça l'important. Oui, et on parlait de sa séquence. Là, depuis qu'il est revenu à l'UFC, 3 victoires, 1 combat nul. Donc, séquence de 3 victoires contre Kai Kara-France, Oussier Formiga et Brandon Royval. Donc, contre quand même des gars bien classés à 125 livres. Et ça revient à ce qu'on disait il y a 2 semaines quand on mettait la table pour l'UFC 255. On assiste à la renaissance de la catégorie des poids mouches chez les gars, chez les hommes. Et encore une fois, l'UFC 255, tu as donné raison, tu l'as bien décrit, comment ces gars-là ont cru que c'était terminé pour eux. Là. La plupart d'entre eux devaient se dire, il faut que je me trouve un autre emploi, que je change d'organisation, on va se faire, la catégorie va être coupée. Ouais, c'est ça, exactement. Et on dirait qu'ils se sont concertés pour donner de meilleurs spectacles. Je ne sais pas à quel point c'est possible de se concerter pour donner de meilleurs spectacles, mais en tout cas, les gars de l'élite ont vraiment levé leur jeu d'un cran et ça donne vraiment des combats spectaculaires. Là. Ben, c'est ça. Je pense pas qu'il y ait eu une réunion des poids mouches, là, on s'entend. Mais il reste que tout le monde était dans le même bateau, pareil. Tout le monde était dans le même panier que, OK, on fait toute partie de cette division-là, puis crème si là, les rumeurs disent que cette division-là va se dissoudre, ça n'existera plus. Donc, il faut donner des meilleurs spectacles parce que le nerf de la guerre, c'était ça aussi. C'est que c'était pas vendeur des petits poids. On l'a répété, puis on va le redire encore. Le meilleur combattant livre pour livre, c'est un gars de 125 livres. Mais personne ne voulait payer pour le voir parce que ça ne vend pas des petits poids. Qu'est-ce que je te dis? C'est la même chose en boxe, c'est la même affaire dans tous les sports de combat, c'est la même affaire. Sauf que là, on regarde les gars qui terminent le combat, sont spectaculaires, sont plus forts en gueule aussi. Demetrius Johnson, là, il faisait pas de trash talk. Là, il est très, très bon, mais il était beige un peu comme personnalité. C'est sûr que maintenant, où ce que le sport est rendu, oui, tu as les performances sportives, il faut que tu gagnes, c'est évident. Mais il reste qu'il faut que tu vendes aussi. Il faut que c'est un spectacle. Après, ça devient un sport. C'est sûr que si tu ne gagnes pas, ben écoute, tu ne seras pas là longtemps. Là, tu as bien beau faire du trash talk, mais si tu n'es pas capable de backer ce que tu dis, ça ne marchera pas. Mais il reste que, tu sais, Figueiredo, il n'a pas la langue dans sa poche. Brandon Moreno, c'est un gars qui est super charismatique. C'est un des favoris de la foule. C'est ça qui est le fun présentement. Cette division-là, comme tu as dit, est en train de renaître. Puis les gars ont une grosse part de responsabilité là-dedans parce qu'ils donnent des très, très bons spectacles. Et on n'a pas hésité à les replacer rapidement sur un autre gros gala à télé à la carte, comme je le disais, le UFC 256. Pas ce samedi qui s'en vient, mais l'autre suivant, le 12 décembre. On va rester chez les poids mouches, cette fois chez les dames. Valentina Shevchenko qui a défendu avec succès. 4e défense de titre pour elle quand même, la reine des poids mouches féminins contre Jennifer Maia qui a
un effort louable quand même, Jennifer Maia. Elle n'a pas reculé pendant 5 rounds. Elle s'est présentée devant la championne. Mais Shevchenko a juste trop d'outils dans son sac, là, Pat. Et on a vu toute la diversité de ce qu'elle était capable de faire. Hein. Absolument. Dans les 2 premiers rounds, ça a été un petit peu plus difficile pour Shevchenko. Elle revenait quand même d'une longue absence à cause d'une blessure. Peut-être un petit peu de difficulté à trouver ses repères, mais les rounds 3, 4, 5, là, quand elle a décidé de passer à la deuxième vitesse, là, Maia n'était plus là pantoute. Là. Et puis là, ça ne marchait pas debout. Les amener au sol, puissants, violents. Elle est complète. Là. Shevchenko, là, elle est extrêmement complète. Encore une fois, qui va être capable de la sortir de là à 125 livres? Personne. Je ne vois pas personne être capable de donner de la misère. Bon, on va dire, ouais, c'est un combat de 5 rounds, elle a eu de la misère. Ah, pas de misère. Elle a joué ses cartes dans les 2 premiers rounds pour trouver ses repères. Après ça, écoute, elle a juste pas terminé le combat, mais ça a été pas une marche dans le parc. Là, je ne veux pas être chien avec Maia, même si ça ne l'écoute pas. Je veux dire, ça n'a pas été difficile. Elle n'est pas sortie de là maganée, mais elle voulait faire 5 rounds pour être sûr et certain de comprendre que son corps était bien guéri puis de lui faire confiance à 100%. C'est ce qu'elle a fait. Puis encore une fois, qui va être capable de la battre? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va faire un super fight avec Nunes une 3e fois? On sait que Dana White a déjà mentionné qu'il aimerait bien faire un super fight avec Willie Zhang. Peut-être un combat dans le milieu à 120 livres. Ça, moi, je serais preneur, puis pas à peu près. Mais reste à voir ce qui va arriver, parce que 125 livres, là, présentement, elle est pas mal tout seul. Jessica Andrade a levé la main et je pense que Dana White a dit que ça allait se passer mars ou avril. Oui, t'as raison, Ben. Oui, t'as raison, Ben. J'avais oublié qu'elle était rendue là. Oui, Jessica Andrade, ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est mon erreur. Absolument. Elle est l'aspirante numéro 1, mais elle est aspirante numéro 1, on va finir par le dire. Puis elle mérite. Puis ça va être un gros test pour Shevchenko. J'avais oublié, mais oui, c'est vrai. Mais ça passe après Andrade. Ben là, c'est terminé. À 125 livres, personne ne va la détrôner là-dedans. Ben là, c'est parce qu'Andrade, c'est ça, on l'oubliait parce qu'on l'a connue bien sûr à 115 livres, c'est sûr. Elle a été championne, a perdu ce titre-là contre Weili Zhang, a finalement monté de catégorie de poids à 125 livres, a fait une entrée fracassante contre Caitlin Chukagian à 125 livres. Et là, comme tu l'as dit, a mérité le titre d'aspirante numéro 1. Est-ce qu'elle peut vraiment donner du fil à retordre? C'est un petit bulldozer, c'est un petit tank. Ça va donner un bon combat. Et Pat, je veux peut-être t'entendre sur Shevchenko en terminant, qui, selon moi, atteint la catégorie Georges Saint-Pierre, c'est-à-dire où elle domine, mais lorsqu'elle perd un round, où elle n'est pas 100% dominante, elle ne domine pas chaque seconde d'un round, les gens disent « Ah, ben, elle en a perdu. » Tu sais, Georges dominait tous ses combats à la fin lorsqu'il était champion et tout ça, puis les gens trouvaient le moyen de le critiquer parce qu'il n'était pas assez spectaculaire, parce qu'il était trop peut-être calculateur. Shevchenko joue avec ses forces, domine, perd un round, se fait critiquer, mais comme tu l'as dit, là, je veux dire, elle affronte toujours les meilleurs de sa catégorie et réussit à les battre, pas de main dans le dos, mais facilement. Là. Au bout de la ligne, si t'es pas content, entraîne-toi et essaye d'aller la battre. À un moment donné, critiquer, c'est facile, mais se rendre en haut, c'est difficile, mais d'y rester, c'est encore plus difficile. Tout le monde s'entraîne pour te péter la gueule. C'est extrêmement difficile d'être toujours à ta meilleure performance tout le temps parce que tu défends ton titre. Tout le monde va avoir des mauvaises journées au travail. Tout le monde va avoir, ça va moins le tenter. Tu te sens pas bien, c'est pas ta soirée, ou quoi de même. Mais ces grands athlètes-là finissent toujours par trouver le moyen de gagner. Et c'est ça la clé de grand athlète, de grand champion dans ce sport-là. Quand c'est pas ta soirée, quand tu pars un round, tu vas être capable de vraiment de faire un switch et de trouver une autre manière pour aller gagner le combat. C'est ça qui est arrivé avec Shevchenko. Debout, Maia était très, très bonne. Elle voulait échanger. Pourquoi elle n'avait pas peur? Ce qu'elle a fait, elle l'a amené à terre et elle l'a dominé au sol avec des positions et du ground and pound. C'est ça, les arts martiaux mixtes. Pas juste des coups de poing sur la gueule. Je veux dire, c'est un outil. C'est plein d'outils que tu as dans ton coffre. Puis il faut que tu les utilises partout, peu importe où ce que le combat va aller. Puis au bout de la ligne, l'important, c'est que tu gagnes le combat. Puis elle a défendu encore une fois son titre. Parmi les autres combats qu'on a retenus lors de l'UFC 255, quand même des gros noms, là. Mike Perry,
et Shogun Rua, les deux ont perdu de façon convaincante. Commençons peut-être par Mauricio Shogun Rua, qui a 40 ans, sinon plus. Est-ce que c'est terminé pour lui? Soumission par Paul Craig. C'est plus le Shogun Rua qu'on a connu. Là. Non, mais non, mais non. Puis, tu sais, ces genres de légendes-là, ces genres de gars qui ont tellement d'expérience, ils vont pas se renouveler. Là. Tu comprends? On verra pas des nouvelles choses de Shogun Rua dans son prochain combat. C'est du Shogun Rua, puis c'est ça, puis ça changera pas. Tu sais, le gars, il fait partie de la vieille garde. Là. Tu sais, c'est des gars qui sont old school, ça changera jamais. Ils n'ont pas la capacité de se renouveler parce qu'ils ont tellement appris sur le tas quand les arts martiaux mixtes étaient de base. Aujourd'hui, ceux qui commencent les arts martiaux mixtes, ils ont accès à tout de suite. Puis la capacité d'apprentissage est beaucoup plus rapide. Pour un gars pour Shogun Rua, est-ce que c'est terminé? Mais moi, je pense que c'est non pour deux raisons. Avant de perdre ce combat-là, il était quand même sur 3 combats sans défaite, là, 1 combat nul puis 2 victoires. Lui, dans sa tête, j'ai juste perdu un de mes 4 derniers combats. Là. Pour lui, c'est bon. Puis, tu regardes ça d'un œil détaché, non pas avec la performance qu'il a faite avec Craig. C'est quand même très bien, là, juste perdu un de ses 4 derniers combats, tu vois. Puis la deuxième chose, je pense pas qu'il aimerait se retirer sur une défaite. C'est sûr que personne ne veut se retirer sur une défaite, mais présentement, même Dana White il a dit qu'il aimerait bien qu'il voir se retirer. On espère tous que ça ne fera pas un autre Anderson Silva qui va s'accrocher et qu'il va mettre un ombre à sa carrière. Je pense pas. Mais moi, je pense qu'on va peut-être le revoir une fois encore. Puis après ça, ben, ça sera peut-être la fin. Là, mais s'il décide de se retirer après ce combat-là, écoute, c'est une légende, encore une fois, qui va se retirer. Puis, des gars comme moi, je regarde ça, puis j'ai grandi avec ces athlètes-là. Ça a été des athlètes que j'ai regardés. Puis, avec mon évolution dans ce sport-là, c'était eux autres qui étaient tout le temps en avant de moi. Puis, j'essayais de les suivre. Puis, à un moment donné, on est arrivé dans la même organisation. Puis, des légendes comme ça, il y a de plus en plus, tu vas en voir qui vont partir. Fait que pour moi, ça me fait un petit pincement au cœur quand je vois des légendes comme ça prendre leur retraite. Je me dis, on est vraiment rendu dans une autre époque. T'sais. Puis ces grosses légendes-là, c'est terminé pour eux autres. Ah, c'est correct, c'est correct d'évoluer, mais effectivement, c'est un des derniers de la vieille garde. Puis c'est, comme tu l'as dit, une légende, un ancien champion, a connu des moments incroyables dans d'autres organisations aussi que l'UFC. Bref, tout un combattant. Mike Perry n'a pas connu les mêmes succès que Shogun Rua. C'est un des favoris de la foule, mais un gars ultra controversé. Puis là, il n'a pas gagné de points en fin de semaine avec sa performance de 1, le fait qu'il a manqué la pesée de façon complètement absurde. Il était même pas proche. Là. Il était à 5 livres là, du poids parce en plus, il a posté des photos de lui qui mangeait de la pizza à 3, 4, 5 jours avant l'événement. Toute cette histoire de violence conjugale aussi, son ex-conjoint qui est sorti avec des allégations, pas très jojo, là, je veux dire, on parle d'ombre à une carrière, là, Mike Perry, et beaucoup de gens disent qu'il doit aller chercher de l'aide en dehors de l'octogone. Qu'est-ce que tu penses de toute cette saga Mike Perry, Pat? Ben, en bon québécois, c'est un innocent, là, sérieusement, mais Dana White l'aime. Non, mais c'est ça, on va appeler un chat un chat, je veux dire, ce gars-là, c'est une légende, mais pas pour les bonnes raisons, tu comprends? Fait que l'affaire, c'est que le monde l'aime parce qu'il est tellement bizarre, il a tellement une personnalité qui sort de l'ordinaire. Est-ce que c'est un bon combattant? Il ne se battra jamais pour le championnat du monde, il a une bonne force de frappe, puis il a un bon menton, puis il donne un bon spectacle. Et ça, Dana White, il adore ça. Puis il l'aime, Mike Perry, Dana White. Il l'adore parce qu'il va tout le temps donner un show, puis le monde, ils vont s'appeler, ils disent « Hey, t'as regardé le combat de Mike Perry? » Non, il dit hey, « Regarde ça parce qu'il est en sang puis il continue d'avancer. » C'est ça qu'on recherche dans l'organisation, c'est que le monde se parle puis qu'il regarde un spectacle et non pas des combattants qui sont plats. Fait que, ce qui se passe à l'extérieur de l'octogone, Dana White, lui, c'est pas son problème. Mais ce qui se passe à l'intérieur de l'organisation, ben, c'est un spectacle, puis il en donne un. Est-ce que, au bout de la ligne, est-ce que moi j'accepte ça ou est-ce que toi tu acceptes ça? L'opinion que tu as de Mike Perry, ça t'appartient. Mais il reste que oui, tu as raison. Il est en train de s'enliser, puis là, en plus, après avoir fait de la pesée, il fait un dab.
À un moment donné, garde-toi une petite gêne. Tu sais, je dis, puis en plus, il dit, moi, je suis pas venu ici de me peser, je suis venu ici pour me battre. Ouais, mais tu sais, si t'as pas compris la game rendu là, t'en comprendras jamais. Là. Non, effectivement. Ouais, divertissant dans l'octogone, peut-être, mais. Puis tu dis, c'est pas le problème de Dana White. Ben, à un moment donné, ça peut le devenir. T'sais. John Jones, c'était pas son problème, ce qu'il faisait en dehors de l'octogone, mais ça devient un problème quand, à 3 jours d'avis, tu es obligé d'annuler un combat final dans le plus gros événement de ton histoire, ou presque, l'UFC 200, à cause de niaiseries qu'il a faites et tout ça. Oui. Donc, mais effectivement, historiquement, Dana White n'a jamais voulu trop s'interposer par rapport à ce qui se passe en dehors de l'octogone, jusqu'à temps que ça devienne. Il n'y a pas le choix, là, tu sais. Donc, peut-être que Mike Perry, Ben, un jour, donnera plus le choix. jusqu'à temps que ça touche l'organisation. Jusqu'à temps que ça touche l'organisation, comme tu dis, là, on est obligé d'annuler un combat. Mais, tu sais, Mike Perry, il ne fera jamais une finale de combat de championnat du monde. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, il prend ce qu'il a besoin de prendre de Mike Perry. Puis, c'est un kamikaze qui va dans l'octogone, qui donne un spectacle, qui soigne, puis qui se fait soigner, qui continue d'avancer. Puis, c'est divertissant. Puis, c'est ça. Au bout de la ligne, c'est ça. T'sais. Excuse-moi, kamikaze, c'est le bon terme. OK, revenons sur ce qui s'est passé maintenant le week-end dernier, samedi dernier. Anthony Smith contre Devin Clark, Pat, qui sont un peu venus sauver le gala, je sais pas, là, mais c'était la demi-finale, parce qu'on les a mis en finale parce qu'il y a un changement de dernière minute. Commençons par faire un petit peu le récapitulatif de ce qui s'est passé parce que ce gala-là devait mettre en vedette 2 poids lourds classés. Curtis Blades contre Derek Lewis. Blades a été déclaré positif à la COVID-19. Donc, selon le protocole, évidemment, quelques jours avant l'événement, le gala a été. En fait, le combat a été annulé. On voudrait replacer ces deux gars-là, Blades contre Lewis, au mois de décembre. Bien sûr, ça va dépendre de à quel point Blades est affecté par la maladie et s'il est remis. Peut-être un mot sur comment l'UFC s'en sort depuis quoi, le mois de mars? Depuis le mois de mai qu'on a repris là, les galas. Il y en a eu des cas comme ça. On trouve toujours le moyen de donner un spectacle quand même et d'aller de l'avant avec les cartes. C'est pas parfait, mais il faut donner le crédit quand même à l'organisation à ce niveau-là. Ben, tu sais, je veux dire, c'est la réalité. Là. On est en pandémie, il y a un virus qui court, puis il y en a qui l'attrapent. C'est ça la réalité. Mais l'important, puis je l'ai dit, puis je vais le redire encore, puis c'est qu'il y a un système, puis le système marche. On, on est tout le temps capable de trouver quelqu'un qui est infecté avant qu'il se rende dans la place, dans le studio de télévision là, des contenders où on fait des combats, avant qu'il infecte d'autres mondes, avant qu'ils se battent. Donc, le système marche. C'est plate, il y a des combats qui tombent, mais l'important, c'est de voir que le système de l'UFC marche, puis on est capable encore de faire travailler les combattants. C'est ça, moi, je pense plus aux combattants que. C'est sûr que c'est le fun pour les partisans, les fans de regarder des combats, mais ça permet aux combattants de faire leur travail. Ça leur permet de travailler puis de gagner leur vie. Ce système-là marche. C'est très bien pour les combattants. Parce que s'il n'avait pas été entêté de la sorte, puis il n'avait pas mis ce système-là sur place, puis dire on va être les premiers à revenir, ben c'est plate, mais il y en aurait beaucoup qui se battraient plus aujourd'hui. Là, parce que c'est ça, cette année, il faut de l'argent pour mettre du pain sur la table. Là. Mais on a eu une bonne finale. Une bonne finale. On a eu une finale qui était supposée arriver. Smith se devait de faire un statement incroyable. Il avait juste gagné un de ses 3 derniers combats. Et Clark, même pas classé, lui classé 6e, s'est déjà battu pour le championnat du monde. Il n'était pas supposé d'être dans le même octogone, les deux. Puis il l'a prouvé pas encore une fois, mais il l'a prouvé ce soir-là. Belle performance d'Anthony Smith, là, vraiment, là, avec cette victoire. Ouais, il a gagné par soumission au premier round assez rapidement. Lui aussi, une fois que c'est allé au sol, un peu à l'image de Figueiredo là, dont on parlait tantôt, une fois que c'est allé au sol, on a vu toute la supériorité là, quand même d'Anthony Smith qui a fait à peu près ce qu'il voulait là, avec Devin Clark. Là. A réussi à l'amener de la clôture au centre de l'octogone, s'est positionné, a travaillé, a fait ce qu'il avait fait pour préparer sa guillotine et l'a emporté avec son étranglement c'est un étranglement triangulaire. Ouais, c'est ça. C'est un étranglement triangulaire. Donc, a bien placé ses pions, a bien placé ses choses pour réussir finalement sa soumission. Tu l'as dit, ça mettait fin à une séquence de 2 défaites. Smith, je ne sais pas si on va le revoir en combat de championnat à 205 livres. Là. C'est sûr qu'il y a une côte à remonter. Là.
Il avait perdu contre Glover Teixeira, Alexander Rakic. Avait perdu en 2019 contre John Jones. Mais bon, c'est un gars qui, à 32 ans, a encore du gaz dans le réservoir, là, je pense, Pat. Ouais. Oui, puis moi, je pense qu'on va le revoir comme championnat du monde, justement parce que John Jones n'est plus là. Je pense pas que Blachowicz va. Peut-être qu'il va défendre son titre avec succès, mais là, présentement, peut-être qu'il va défendre son titre contre Adesanya. On ne sait pas encore, là, mais il n'y a personne qui va faire une série comme John Jones encore. Que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, John Jones est un méchant combattant, on s'entend, là, il est très, très bon dans l'octogone. Personne ne l'a jamais battu. Fait, au bout de la ligne, je pense que cette ceinture-là va changer de main plusieurs fois dans les prochaines années parce que le prochain John Jones n'est pas né, on s'entend là. Ce qui fait que je pense que oui, pour cette raison-là, il y a des bonnes chances qu'on revoie Anthony Smith en combat de championnat du monde. C'est sûr qu'il va falloir qu'il reparte sur une séquence de victoires, là, mais il y a le talent pour. Écoute, c'est comme ça, mais des fois, Smith, on l'a vu dans les entrevues après le combat, il a changé d'attitude. Il était beaucoup plus arrogant avant. Il était beaucoup plus la tête dans les airs, le menton dans les airs après, puis être pensé supérieur aux autres. Ça, c'était son attitude. Je ne sais pas qu'il est comme ça, mais c'est l'attitude qu'il avait. Puis là, en entrevue, il était beaucoup plus humble, beaucoup plus. On lui a demandé qui le prochain. Il dit, garde, il dit, moi, l'important présentement, là, c'est de me retrouver, de gagner des combats, puis repartir sur un chemin de la victoire, puis on verra ce qui va arriver. Ça, là, c'est un nouveau Anthony Smith. Ah, puis je suis entièrement d'accord avec toi quand tu dis que le prochain John Jones est pas né encore, en tout cas pas chez les 205 livres. Et puis, on regarde le top 10 là, avec le champion Jan Blachowicz, Glover Teixeira, Thiago Santos, Dominic Reyes, Rakic, Anthony Smith est là, numéro 6, Volkan Oezdemir, Misha Cirkunov, le Canadien, Johnny Walker. C'est tous des gars qui sont dans la même catégorie. Là. Tu vois qu'il n'y en a pas un là, qui se démarque totalement de par ses performances par rapport aux autres. Donc, effectivement, ça peut donner des bons combats. Il y a quelques bonnes années là, à la division parce que ça va donner des bonnes guerres intestines là, pour savoir lequel de ces gars-là dans le top 10 peut vraiment mériter sa place. Donc, une division intéressante à suivre quand même là, depuis John Jones, comme tu dis, qu'on l'aime, on l'aime pas. C'est sûr que lorsqu'il se bat, c'est toujours très populaire et un gars qui domine une division comme ça a un certain aspect là, intéressant, mais de voir une division complètement ouverte comme ça, c'est autre chose. Et on n'avait pas vu ça depuis longtemps chez les 205 livres. Très hâte de voir la suite. OK, Pat, avant de passer au gala de cette fin de semaine entre Jack Hermansson et Marlon Vettori, la semaine passée, samedi dernier, il y a quand même 2 combattants là, qui ont retenu ton attention, pas pour les mêmes raisons. Hein. Ouais, ben c'est ça. Moi, Michael Baeza, moi, qui m'a très impressionné, c'est un des prospects vraiment solides. 10 victoires avec 8 finishes. Encore une fois, le premier, il a gagné. On pensait que ça allait être vraiment un combat spectaculaire face aux Japonais, mais il a été très tactique dans ce combat-là, puis il a fini le combat encore une fois. Ça a été sa première victoire par soumission. Quand même, le gars est ceinture en jiu-jitsu brésilien. Il y avait 7 knockouts. Fait que, il était super content là-dessus. L'autre, c'est le Canadien Michael Gordon. Malcolm Gordon, on dirait qu'il n'est pas capable de performer sous la tutelle de l'UFC. On dirait que ça l'étouffe complètement. C'est un combattant qu'on connaît bien ici parce qu'à TKO, il était champion des poids mouches. Il est très, très solide. Il est complet. C'est une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. C'est un bon kickboxer. Il s'entraîne avec les Sam Starr, des Chris Rodesky, des Mark Hominick en Ontario. Il est d'une excellente équipe, mais on dirait qu'il est incapable de performer sous l'UFC. Son premier combat, il s'était fait terminer par soumission au premier round. Là, il vient de se faire knocker au premier round. Puis, c'est 2 combats qui n'ont pas bien paru. Donc, je ne sais pas si on va lui redonner une autre chance, mais ça, je trouve ça dommage. Parce que ce gars-là, il n'a pas été capable de montrer ce qui était vraiment les qualités qu'il avait comme combattant. Avec deux combats qu'il a perdu assez rapidement et qui n'a pas bien paru. Ça ne regarde pas bien pour un 3e combat. Peut-être qu'on va lui donner, mais il reste qu'il va falloir qu'il règle quelque chose parce que à l'extérieur de l'UFC, il performe comme une machine. Puis là, dans ces 2 premiers combats-là, ben, il se fait étouffer complètement par la pression, on dirait. Oui, c'est ça. Ancien champion de TKO, malheureusement, effectivement, pas les débuts qu'il souhaitait dans la grosse organisation. Ouais. À suivre, effectivement, s'il va y avoir un autre combat ou s'il va se faire couper. La bonne nouvelle, c'est qu'on a tellement besoin de
de combattants présentement. On a besoin de gars qui vont accepter des combats à la dernière minute à cause de toute la situation. On a besoin des gars qui sont en Amérique du Nord aussi, plus facile pour le voyage, là, effectivement. Donc, il est dans une bonne période pour garder son emploi à l'UFC, même si, malgré ses contre-performances, mais à un moment donné, ça peut finir par le rattraper malgré la situation actuelle. OK. Hermansson contre Vettori, Pat, cette fin de semaine. Et là, on parlait que le gala du week-end dernier a eu quelques petits changements. Celui-là aussi, écoutez-moi bien, Hermansson devait affronter Darren Till. Till s'est blessé. Il devrait affronter, remplacé par Kevin Holland. Kevin Holland, qui a été déclaré positif à la COVID-19. Kevin Holland devait affronter... en fait, non, c'est ça. Kevin Holland a la COVID-19, donc ne se bat pas cette fin de semaine. On l'a remis à l'UFC 256 contre Jacare Salsa. Vettori devait affronter Salsa à l'UFC 256. On le devance d'une semaine et c'est lui qui va affronter Hermansson. Et pour le Suédo-Norvégien, Hermansson, je ne sais pas si tu es du même avis, mais Vettori est un gars plus dangereux que Kevin Holland. Je pense qu'il est plus complet. Kevin Holland, on sait, c'est un grand bonhomme. Il aime rester debout, c'est plus un kickboxer. Moins complet que Vettori. Vettori, qui est une ceinture noire du jiu-jitsu brésilien, mais c'est un excellent kickboxer aussi. C'est un gars qui met de la pression, qui est dur, puis qui n'a pas peur d'aller à la guerre. On s'entend, il a fait une décision avec Israël Adesanya. C'est sûr que c'est en début de carrière à l'UFC, Adesanya, mais quand même, depuis ce temps-là, il était vaincu, si je ne me trompe pas, là, depuis sa défaite face à Adesanya. Fait que, oui, il y a beaucoup de confiance. On a juste changé d'adversaire pour les deux combattants, mais Hermansson, là, ça fait 3 fois qu'il change de combattant. Là. C'est pas facile pour lui de se préparer présentement. Là. Là, il était supposé affronter Darren Till, là, il était supposé affronter Holland, puis là, finalement, Marvin Vettori. Ça doit être vraiment difficile de gérer tout ça quand même. Oui, effectivement. Et chapeau quand même. Donnons le crédit à Hermansson qui, lui, n'a jamais bronché, jamais refusé. Oui, puis t'as-tu, il est en entrevue, il est en train de faire une entrevue à la télé, puis on lui a dit ça directement quand il était en entrevue, puis il a dit OK, pas trop. Il n'a même pas cligné des yeux, là, il a dit let's go, pas de problème. Fait que, c'est ça. Là, j'ai pas vu l'entrevue dont tu parles, mais je suis pas surpris parce que, il y en a de plus en plus des gars comme ça, et c'est l'école un peu Donald Cerrone, là, de dire regardez, peu importe qui passe, je veux juste me battre. Puis la façon dont je vais grandir dans cette organisation-là, c'est en étant disponible, en donnant les bonnes performances. Il aurait pu attendre, autre exemple, il aurait pu attendre un combat de championnat du monde parce qu'il le méritait. Finalement, on lui a proposé Jared Cannonier au mois de septembre 2019, alors qu'il aurait bien pu dire j'attends pour affronter Adesanya. Et puis finalement, il a perdu contre Cannonier, ce qui l'a fait reculer. Et là, il dit regardez, c'est la vie, j'ai accepté le combat, j'ai perdu. C'est pas tout le monde, quand tu arrives surtout au sommet, là, qui accepte des combats qui sont dangereux. Et lui, il en a payé le prix, mais on voit que ça n'a pas changé. Son attitude n'a pas changé, donc c'est tout à son honneur. On parlait de Jennifer Maia tantôt aussi. Elle a volé le spot à Calderwood. Calderwood a dû attendre, à risquer, puis elle s'est brûlée, puis c'est plate, mais elle a perdu ce combat de cheval du monde aussi. Exactement. Donc, Hermansson, qui est revenu avec une grosse victoire contre Kelvin Gastelum quand même l'été dernier. Superbe soumission au premier round. Donc là, contre Vettori, qui est classé 13e. Pour Vettori, s'il pouvait battre Hermansson, qui est classé 4e, il pourrait faire un bond assez important dans les classements. Et Hermansson, s'il veut, lui aussi, un jour espérer obtenir un combat de championnat, ne peut pas vraiment perdre ce combat-là. Donc, un combat important pour les deux gars. Là. Ouais. Puis honnêtement, Vettori, ça ne change pas grand-chose pour lui. C'est sûr qu'au sol, Hermansson est très fort, mais Jacare, on s'entend, est une coche supérieure. Là. Ouais. Mais il s'est entraîné sûrement de la même façon. Il serait entraîné de la même façon. Hermansson, il n'est pas mauvais debout, là, mais c'est un spécialiste vraiment de soumission très fort au sol. Pour lui, ça ne change pas grand-chose au niveau tactique. Je pense qu'il serait entraîné à peu près de la même façon. Pour Hermansson, par exemple, ça change bien les affaires. Là. Au début, tu es supposé affronter Darren Till, qui lui, il veut rester tout le temps debout. Là, Holland, il est un grand bonhomme, il est un peu tout croche, mais puis qui est plus arrogant et qui parle. Fait que, là, c'est ça, il faut que tu te mettes dans l'ambiance de ça. Là, ça ne marche pas. Les Punk Vettori, qui est plus compact, qui est plus classique dans ses attaques, puis qu'il est bon au sol aussi. Fait que, il y a beaucoup d'ajustements à faire rapidement.
Oui, effectivement. Donc, on va voir comment les deux vont s'en sortir. Et tu l'as dit, Vettori qui est sur une bonne séquence. Là, et puis sa défaite contre Adesanya, il a 3 victoires consécutives, dont sa dernière. Ouais. C'est sûr que c'est pas contre des gars classés. Là. César Ferreira, Andrew Sanchez et Carl Robertson. Un bon step-up, là, comme on dit, en compétition pour Vettori avec Hermanson cette fin de semaine. Bien hâte de voir ça. Ce sera. C'est pour ça qu'il est classé 13e aussi. C'est pour ça qu'il est classé 13e, puis c'est pour ça que ce combat-là est important pour lui. Imagine, il gagne, là, il va monter des classements là, assez drastiquement. Dans les autres combats sur la carte, rapidement, c'est sûr Ovin St. Preux qui est le gatekeeper par excellence là, à l'UFC peut-être, qui va affronter un bon espoir de l'organisation, un gars de Contender Series, pardon, qui s'appelle Jamahal Hill, un gars qui est 7-0. Ouais. Ça va être la demi-finale. Je ne sais pas si tu as d'autres combats qui retiennent ton attention. Ça va être bien sûr présenté en intégralité sur les ondes de RDS, là, cette carte-là. Oui, écoute, je vais être bien franc avec toi. Je n'ai pas commencé à préparer le show encore. Mais moi, ce que j'aime, ce que je vais regarder vers Hill, là, ne manquez pas ça parce que c'est un prospect qui est très solide. C'est un des meilleurs prospects qui est sorti de l'organisation de Contender. Puis on lui donne, Ovin St. Preux, un combattant qui a énormément d'expérience. Puis c'est pas une chance qu'on lui donne, c'est parce qu'on pense que ça va lui donner encore plus de confiance et il est prêt déjà, après ce combat, de stepper up face à un gars comme Ovin St. Preux. Sérieusement, ça va être... manquez pas ça parce que ce gars-là, moi, je pense qu'il pourrait dominer rapidement cette division-là. Très intéressant. Ça va être la demi-finale. Et rapidement comme ça, c'est pas des gros noms là, qui sont sur cette carte-là. Ça veut rien dire sur la qualité des combats qu'on peut avoir. Souvent, et on le dit souvent au podcast, là, ça joue dans l'octogone. Écoute, Ben, il y a un mois, là, Joaquin Buckley, on ne savait pas c'était qui. Voilà. Mais il a fait le KO de l'année. Alors, là, tout le monde sait c'est qui. Fait, il y a deux affaires qui arrivent quand c'est des cartes, qu'il y a moins de vedettes là-dessus. De un, tous les combattants ont une meilleure chance, je crois, d'aller chercher un bonnet de victoire parce que, on va se le dire, c'est pas écrit, là, mais on favorise souvent les vedettes pour lui donner des bonnets de performance. C'est comme ça, c'est plate, mais c'est de même. De deux, vu qu'il y a moins de vedettes, tu peux ressortir du lot beaucoup plus facilement si tu donnes une bonne performance. Puis le monde le savent, ça. Les combattants le savent, je veux dire. C'est sûr qu'ils vont essayer de. Tu essaies tout le temps de gagner. Mais là, tu dis, OK, il n'y a pas de grosse vedette, il n'y a personne qui peut me voler le spot. Si je fais quelque chose de solide, le monde va se rappeler de ça, cette carte-là. Exactement ce qui est arrivé avec Joaquin Buckley, qu'on ne savait pas c'était qui il y a un mois, puis aujourd'hui, tout le monde veut le revoir encore. Exactement. Donc, bref, tout ça pour vous dire que c'est sur les ondes de RDS ce week-end, ce samedi, avec Pat et Jean-Paul. Donc, un autre samedi soir très intéressant en perspective sur nos ondes. On finit le show, Pat, avec un petit tour d'actualité. Quelques trucs qui ont retenu l'attention cette fin de semaine. Dana White qui a confirmé qu'elle allait s'envoler pour Abu Dhabi dans les prochaines semaines pour aller rencontrer Habib Nurmagomedov. Habib a dit c'est terminé. Il l'a même répété. Là, il l'a dit après son combat contre Gaethje. Il l'a répété il y a quelques semaines. a persisté et signé. Et le boss, lui, a dit non, je pense qu'il va revenir. Donc, clairement, Dana White va essayer d'aller convaincre sa vedette de ne pas accrocher les gants. Là. Oui, sauf qu'il y a une grosse nouvelle quand même qui est sortie, c'est que Nurmagomedov a acheté quand même une organisation d'arts martiaux mixtes assez majeure qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle Eagle Fighting Championship. Et il veut que ça devienne planétaire très rapidement. Il veut faire des galas partout dans le monde, partout sur la planète. Il a acheté ça pour $1 million. Donc, on s'entend que c'était pas une grosse organisation, mais lui, avec son nom, il a mis son surnom aussi dans le titre, pas le titre, là, mais le nom de l'organisation. Ce qui fait que, et là, il a dit, moi, je veux mettre ça partout, je veux que ça soit mondial. Donc, je ne sais pas de quoi qu'on va aller parler, mais s'il veut, tu sais, moi, là, je parle, OK? Je dis, on s'en va quand même ailleurs, OK? S'il veut que son organisation devienne populaire très rapidement et que l'UFC n'a jamais voulu faire Georges contre Nurmagomedov et que Nurmagomedov veut finir sa carrière à 30-0 puis qu'il fait son prochain événement, lui contre Georges en main event pour le Eagle Fighting
Fighting Championship. Moi, j'ai pensé à ça tout de suite. Parce que l'UFC n'a jamais voulu faire ce combat-là parce que c'était trop compliqué. Fait, les deux ont de l'argent, les deux veulent le faire, les deux vont s'arranger pour que ça arrive. Si ça n'arrive pas à l'UFC, ben, ils ont une option maintenant que Nurmagomedov a acheté une organisation, puis ça pourrait se faire. Là. T'as le Tu don, t'es excité Pat, un de peu, nous, Ben? Ben là, c'est ça qui arrive. Là, je suis comme un peu. Je m'attendais pas à ça. Premièrement. Il me semble que ça fait comme deux émissions de suite où tu nous teases avec des projets comme ça. Puis que, Ben, je connais rien, là. J'ai pas d'infos secrètes, là. Mais tu sais, moi, je garde ça aller, puis je me dis, regarde, les deux, ils veulent le faire. Nurmagomedov va finir à 30-0. Georges a dit qu'il reviendrait pour un seul combat s'il revient. Il faut que ça se fasse rapidement. Nurmagomedov ajoute une organisation, change de nom pour son nom à lui. Il m'a dit, écoute, peut-être moi qui vois des lutins, là, on est rendu à le temps de Noël, peut-être moi qui crois au Père Noël encore. Mais il m'a dit, pourquoi pas? Ça peut, s'ils veulent le faire, puis l'UFC ne veut pas le faire, ben là, il y a une option pour le faire à quelque part. Et Nurmagomedov est ami, a des connexions avec des gens qui ont des poches profondes, que ce soit en Russie ou aux Émirats arabes unis, donc au niveau des bourses, au niveau des commanditaires. C'est pas complètement farfelu. C'est un peu farfelu, mais c'est pas complètement farfelu. J'aime ça. Donc, à suivre. Ben non, mais j'aime ça. Puis là, de quoi on va parler, effectivement? Est-ce que Dana White va être capable de convaincre Khabib de revenir pour le 30e? Tu sais, justement, où va lui dire, regarde, reste pour Georges contre... reviens pour affronter Georges à l'UFC. Puis après ça, on te laisse partir avec ton organisation. Est-ce qu'on va vouloir acheter son organisation pour 2 millions? Tu sais, tu veux faire un peu de profit là-dessus? Effectivement. Donc, on va suivre tout ça c'est sûr. Peut-être, en tout cas, je tombe des nues. Parfait. J'ai hâte de voir. Es-tu tombé à genoux dans tes bas, là? Non, c'est ça. Je me tiens, là. Je me tiens sur la table. Là. C'est bon. Non, mais parce que t'as raison. On a tellement le goût de le voir, Georges, contre Khabib, puis on n'arrête pas d'en parler, puis les deux le teasent. Les deux disent, on le ferait. Le seul combat pour lequel Georges reviendrait, on le sait, c'est Khabib. Khabib a l'air de dire que c'est un peu la même chose. Bref. Wow. J'aime mieux pas trop me faire d'attente. C'est ça l'affaire. Regarde. OK. Mike Tyson contre Roy Jones. On s'attendait à un cirque complet. Finalement, on a eu droit à un combat correct. Puis écoute, Mike Tyson, il est en forme. Tout ce qu'on attendait du cirque, du combat, c'est la seule affaire qui n'a pas été un cirque. Tout en entour, là, ça a été du gros n'importe quoi. Là. Ça a été de un, ça a été un show de musique. De deux, Jake Paul qui donc le gars de la NBA, c'était dégueulasse, c'était ridicule. Moi, là, pour vrai, je suis très surpris qu'un gars comme Badou Jack ait accepté de se battre sur une carte comme ça. Je ne sais pas s'il y a de l'argent, il y a besoin d'argent de quoi de main, mais j'ai été très surpris qu'il accepte de se battre dans un show comme ça. Puis, écoute, Snoop Dogg qui est là, Snoop Dogg qui. Moi, j'ai rien contre ceux qui filment des spliffs, des affaires de la même. Non, mais tu sais, il y a de la boucane partout. Tu regardes ça, puis le show, c'était comme une grosse pièce de théâtre. Puis, tout ce qu'on s'attendait que ça soit le plus bizarre possible du combat, ben c'est l'affaire qui est arrivée le plus réel. Mike Tyson contre Roy Jones, qui a été un combat le fun. Moi, j'ai aimé ça, regarder ça. Je ne m'attendais pas à une performance de fou. Là. Les deux sont 50 ans en montant. Mais justement, les gars ont fait 8 rounds, 50 ans en montant, puis jusqu'à la fin, ça continuait à essayer de se frapper. Donc, tu sais, à un moment donné, moi, je trouve que ça a été divertissant. Ça a été mieux que je pensais. Mais au bout de la ligne, tout ce qui est le show autour de ça, c'est un cirque. Oui, je suis content de voir que, c'est ça, effectivement, que ça n'a pas été une disgrâce pour la boxe, le combat final. Les gens avaient peur que ces deux légendes comme ça fassent. Puis avec les règlements un peu louches, là, des rounds de 2 minutes, et puis le fait que c'est sûr qu'on n'allait pas se laisser faire de knock-out, et que les arbitres allaient s'interposer rapidement s'il y avait un problème. Finalement, on n'a pas vraiment eu besoin. Ça a été clean, ça a été propre, ça a été divertissant, comme tu l'as dit. Donc, entièrement d'accord avec toi. Peut-être un mot sur Jake Paul, justement, je connais pas le gars, je le connais de nom,
je sais qu'il faisait des vidéos YouTube. Tu sais, que tu me dises que c'est une star interplanétaire, puis que ça aussi, je tombe des nues, là. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop le personnage. Le gars, il vaut 15 millions, je pense. C'est un YouTuber. Il est très, très populaire sur YouTube. Puis, il a fait son argent là. C'est un gars qui est très arrogant, très confiant aussi. Mais tu sais, il n'est pas vieux. Je pense qu'il a 23 ans. Là. Fait que, tu sais, lui, il fait beaucoup d'argent. Là. Il vient de passer de knockout à un gars qui ne savait pas boxer. On va se le dire. Là. Nate Robinson, c'est sûr que c'est. C'était gênant, là. C'était gênant. Là, à un moment donné, je comprends que tu veux faire de la pub, je comprends que tu veux, mais là, il lance des. Il veut se battre contre Conor McGregor. Hey, Conor, il va jouer avec, là, on s'entend. Puis là, après ça, contre Dylan Dallas, parce qu'il sait que Dallas va y répondre. Fait que, tu sais, ça va faire ça, c'est l'aspect MMA de tout ça, là. C'est que lui veut. Et puis là, comme je te dis, je le connais pas. Je sais pas si ce gars-là est assez un gros nom pour attirer pour attirer un Conor McGregor, mais un Dylan Dennis peut-être, là, tu sais. Je sais pas, là. Puis ça sera un combat de boxe. Dennis, c'est pas un gars reconnu pour faire de la boxe. Peut-être que lui serait prêt à mordre à l'hameçon pour aller faire un chèque de paye contre un boxeur, en guillemets. Jake Paul, des amateurs de sport, tout le monde ne sait pas c'est qui. Personne ne sait c'est qui. Sur sa planète, qu'est-ce que lui, il fait? Extrêmement populaire, puis il fait bien les choses. Je veux dire, il fait des millions. Good for him. Tu vas vraiment voir ça, là, Jake Paul contre Conor. Je pense que maintenant, même Conor. J'ai aucun intérêt pour Jake Paul. J'ai aucun intérêt pour Dylan Dennis en général. Donc, non, j'ai un intérêt pour Conor McGregor, mais en arts martiaux mix, en boxe plus ou moins. Donc, non, effectivement. Non. Je sais pas. C'est drôle. C'est drôle de suivre les coulisses de tout ça, puis de voir tel gars met au défi tel gars. Mais là, c'est parce que ça devient tellement random, en guillemets, là, tu sais. En bon québécois, là, de dire, tu sais, des gars qui arrivent de complètement d'autres milieux, un joueur de basket, un YouTuber, un gars qui est bon en jiu-jitsu, mais il met des gants de boxe, puis il sait pas quoi faire avec, puis là, il dit qu'il veut se battre. En tout cas, bref. Je pense qu'on va s'en tenir à l'UFC, on va s'en tenir aux organisations d'arts martiaux mix, parce qu'effectivement, ça. C'est ça. Jusqu'à un certain point, j'aime ça, là, un peu la politique de tout ça et les coulisses de tout ça, mais là, parce que là, ça dépasse un petit peu mon champ de compétences et mes intérêts. Quelque chose qui ne dépasse pas mon champ de compétences et mes intérêts, et c'est une nouvelle qui est sortie hier soir, Pat. Clarissa Shields, qui va faire ses débuts, qui a signé un contrat pour Pro Fighter League. Je vous rappelle que ça, c'est une organisation qui est en pause présentement, mais qui va reprendre en 2021. Kayla Harrison est la grosse vedette de cette. Au mois d'avril. Kayla Harrison est la grosse vedette. Olivier Aubin-Mercier est dans cette organisation-là. Rory McDonald aussi. Donc, Kayla Harrison, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une boxeuse, double médaillée d'or olympique 2012 et 2016. Championne du monde. Clarissa Shields. Oui, j'ai dit Harrison, je m'excuse. Clarissa Shields. L'autre aussi est une double médaillée d'or olympique, mais en judo. Kayla Harrison. Mais bon, la nouvelle, c'est Clarissa Shields qui va faire ses débuts en arts martiaux mix. Va continuer de boxer. Devrait affronter Marie-Ève Dicker. Ça, c'est un combat qui a été remis en raison de la pandémie. C'est encore sur les rails, probablement au mois de février ou mars, on verra. Mais après ça, Clarissa Shields qui veut s'essayer, prouver qu'elle peut aussi tirer son épingle du jeu en arts martiaux mixtes. Hâte de voir comment elle va s'en sortir. Une fille, elle aussi, une autre fille qui a pas la langue dans sa poche non plus, avec Kayla Harrison, ça peut être intéressant. Écoute, ça sera pas intéressant. Harrison va la démolir. Ça sera même pas beau, là, pour vrai. Là. Ben là, si ça va au sol, oui, mais encore faut-il qu'elle réussisse à l'amener, mais oui, effectivement. Double médaillé d'or aux Jeux olympiques en judo. D'après moi, on va être capable de l'amener à terre. Là. Harrison, ça dépend comment. Je pense que le management de trouver le bon adversaire, premièrement, pour Clarissa Shields va être extrêmement important. Tu ne peux pas la mettre dans les mains d'Harrison en partant. Elle ne reviendra jamais. Là. Non, on s'entend, là. Ça va être. Harrison, là, à mon avis, là, elle a fait ses débuts à 145 livres chez Invicta. Ça s'en va à l'UFC et que Nunes est encore là. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, là, parce que là, Invicta, souvent, c'est un tremplin pour aller à l'UFC. Moi, je pense qu'Harrison est capable de battre Amanda Nunes, là, honnêtement, à 145 livres. Elle est extrêmement solide, elle est violente, puis elle s'améliore beaucoup au niveau de la boxe. L'affaire là-dedans, c'est que, et là, je vais faire attention à ce que je dis parce que je ne veux pas froisser les boxeurs, là, mais c'est beaucoup plus facile d'apprendre à boxer
dans ton dernier art martial, mettons, que tu vas apprendre, que d'apprendre la lutte, que d'apprendre du jiu-jitsu brésilien, qui demande des années, des années, des années de pratique pour que ça devienne un réflexe nécessaire. En boxe, on s'entend, tu as 4 coups. Tu as jab direct, crochet, uppercut. C'est pas pour minimiser le sport, OK? C'est pas ça que je dis. Il reste que tu as plus de chances de gagner un combat d'arts martiaux mixtes si tu fais juste du judo ou si tu fais juste du jiu-jitsu brésilien que si tu fais juste de la boxe. Parce que en cas de doute, tu vas te coller, ça peut aller à terre, te coller de même. Tu sais, la boxe, aussitôt que tu te colles, tu te fais séparer. Fait que c'est ça que je trouve que ça va être dangereux pour Clarissa Shield. Et l'important, c'est de trouver le bon adversaire pour pas qu'elle se fasse démolir au premier combat. T'sais. Premier coupé qu'elle va recevoir dans les jambes, j'ai bien hâte de voir comment elle va réagir. Si Ross Amber nous écoute, on le salue. Je suis pas sûr qu'il est d'accord avec ce que tu viens de dire. Non, mais c'est juste pour dire que c'est complètement 2 sports différents. 2 sports complètement différents. Puis on peut le voir, là. Il y a James Toney qui a essayé de faire la transition tout de suite à l'UFC. On l'a mis dans les mains de Randy Couture. C'est pas bien intelligent, mais c'est un signe, c'est une affaire de promotion. C'est correct. Mais ça marche pas, là. Ça te prend des années avant de devenir complet dans ce sport-là. Puis c'est encore une fois, je te dis, le choix d'adversaire va être super important pour Clarissa Shield dans ses débuts d'arts martiaux mixtes. Il y a des exemples qui n'ont pas été convaincants, effectivement, des gens qui sont passés de la boxe aux arts martiaux mixtes. Il y en a d'autres qui l'ont été plus. Holly Holm en est un bon exemple. Elle a réussi à devenir championne du monde en boxe. Elle a été championne du monde en boxe. Elle l'est devenue par la suite en arts martiaux mixtes. Puis, Clarissa Shields a dit. Le contraire est pareil aussi. Tu sais, un combattant d'arts martiaux mixtes qui va aller se battre contre un boxeur qui est de l'élite mondiale, il ne sera pas de taille. C'est 2 sports complètement différents. Fait que, si ça marche d'un bord, ça marche de l'autre bord aussi. Ah, tu as tout à fait raison, effectivement. Et même, je dirais, la boxe, dans un contexte d'arts martiaux mixtes, les techniques vont différer parce que non seulement, c'est juste ta garde. Oui, il faut que tu ne protèges pas juste ton visage, il faut que tu te protèges contre les coups de pied, il faut que tu protèges. Le ring, un ring, c'est plus petit qu'un octogone ou qu'une cage. Donc, effectivement, même dans les 2 sports différents, les disciplines ne seront pas enseignées de la même manière. Tu as tout à fait raison. Mais Clarissa Shields semblait être confiante, elle, dit qu'elle a commencé à s'entraîner en jiu-jitsu, s'entraîner également avec une lutteuse olympique. Elle a dit elle pensait que ça allait être pire. Elle a dit, je ne suis pas de niveau encore, mais elle a dit, je pensais vraiment être pathétique. Finalement, je me trouve pas si mal. Elle a dit qu'elle allait mettre les bouchées doubles. Donc, bref, à suivre. Mais effectivement, on la mettra probablement pas dans la gueule du loup. Si on veut la bâtir, surtout, et qu'elle fasse une carrière. C'est quand même un gros nom, Clarissa Shields. Là. Dans les sports de combat, les gens la connaissent beaucoup. Tu veux pas la démolir. Tu veux pas faire. Un gros nom, mais je veux dire, c'est une bonne boxeuse, mais elle a juste 2 KO à sa fiche. C'est pas une grosse cogneuse non plus. Fait, c'est un gros nom parce qu'elle parle beaucoup et elle n'a jamais perdu. Mais est-ce que c'est vraiment une menace pour des knockouts? Pas tant que ça non plus. Ah, ben, on verra avec des petits gants peut-être, mais ouais, effectivement. Bref. À suivre les débuts de Clarissa Shields en arts martiaux mixtes en 2021. Je veux t'entendre peut-être en terminant sur Yair Rodriguez. C'est sorti dans une conférence de presse il y a quelques jours à la toute fin. C'est bizarre. Une question qui sortait un petit peu du champ gauche sur Yair Rodriguez. Puis là, tout ce que Dana White a dit, c'est qu'il n'est pas à veille de revenir dans l'octogone. Et là, tout de suite, les rumeurs partent. Et là, il n'a pas voulu donner de détails, mais tout le monde dit bon, ça y est, il a été pris pour dopage. J'ai rien d'autre à dire de plus parce qu'on ne sait rien d'autre. C'est juste que l'attitude de Dana White, semblait être dégoûté de Yair Rodriguez. La manière qu'il a dit ça, il semblait être dégoûté de ce qui est arrivé. On ne sait pas ce qui est arrivé, donc c'est sûr qu'on laisse un peu ça de glace. On a hâte d'avoir plus de nouvelles. Ouais, un gars qui était sur une bonne séquence, lui aussi, un des favoris de la foule, Yair Rodriguez. Donc, ouais, effectivement, à suivre. Si effectivement il s'est fait pincer, on n'est pas sur le point de le revoir dans l'octogone. Mais bon, ne spéculons pas trop. Laissons les amateurs le faire. Ils le font très bien sur les réseaux sociaux. OK, Pat, je te remercie beaucoup, mon ami. Très intéressant. Autre très bon épisode de Dans la cage. On espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre balado-diffusion sur n'importe quelle plateforme où vous écoutez vos podcasts. On est également sur iHeartRadio, sur le rds.ca aussi, et sur YouTube si vous voulez nous voir en vidéo, là, regardez le joli minet de Patrick Côté. Merci énormément, Pat, d'avoir été là. Je te souhaite une très belle semaine et on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la cage. Ciao tout le monde, à bientôt.
Bye bye.